it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Salut aux futurs bacheliers, installez-vous confortablement. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente. Nous sommes toujours dans le chapitre 9. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté l'organisation du système nerveux et les différentes propriétés de la fibre nerveuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Nous allons parler dans un premier temps de la naissance du message nerveux au niveau du récepteur sensoriel. Il faudra comprendre ce que c'est qu'un récepteur sensoriel et comment est-ce que naît un potentiel de récepteur. Quelle est la grosse différence entre un potentiel de récepteur et un potentiel d'action? Et comment est-ce que ce dernier fait pour devenir un potentiel d'action? Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons de la transmission synaptique. Nous parlerons de la structure et des parties d'une synapse. Nous verrons également le fonctionnement d'une synapse. Comment fonctionne une synapse? Et nous allons nous attarder particulièrement sur le fonctionnement d'une synapse chimique. Et nous allons achever avec les sommations, c'est-à-dire la propriété intégratrice du neurone, l'intégration neuronale. Donc, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Aimons le biochimiste. Installez-vous confortablement et nous démarrons la vidéo. Entrons sans plus tarder dans la première articulation, la naissance du message nerveux au niveau du récepteur sensoriel. On ne saurait débuter cette partie sans parler du récepteur sensoriel. Dans le mot récepteur sensoriel, nous avons le mot sens. Donc, un récepteur sensoriel est une cellule ou un organe capable de recevoir une stimulation et de transformer cette stimulation en message électrique. Donc, voilà le rôle du récepteur sensoriel. Maintenant, le corps humain possède donc 5 sens. Et à chaque sens est associé un organe spécialisé dans la réception de la stimulation. Donc, comme vous le voyez sur cette image, nous avons par exemple le sens du toucher. Et nous avons les récepteurs cutanés qui se retrouvent sous la peau. Nous avons également les papilles gustatives de la langue qui nous permettent de ressentir le goût. S'ensuit les récepteurs sensoriels de la rétine qui nous permettent de voir. Nous avons par exemple les cornées et les bâtonnets qui se retrouvent dans l'œil, qui sont sensibles à la lumière. Nous avons un autre organe de sens. Il s'agit ici des cellules sensorielles de la muqueuse nasale qui vont se retrouver dans les narines. Et là, ils sont chargés du sens de l'odorat, la perception des odeurs. Nous avons ensuite, comme dernier sens, les cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne qui sont là pour l'audition et pour l'équilibre. On se poserait par exemple la question, quelle est l'organisation d'un récepteur sensoriel? Un récepteur sensoriel possède deux sites qui seront un atout majeur dans son fonctionnement. Le tout premier site est le site de transduction. Quel est le rôle du site de transduction? Dans le mot transduction, on a le mot transformation. Donc, le site de transduction est chargé de transformer la stimulation en message électrique. On appelle cela le codage. Il est chargé de transformer la stimulation en message électrique. Et le deuxième site ici, c'est le site générateur. Vous allez comprendre son rôle devant. Donc, le site générateur lui permettra de générer une réponse en fonction de l'intensité du potentiel de récepteur. Parlant du potentiel de récepteur, qu'est-ce que c'est? Le potentiel de récepteur est une dépolarisation locale de la membrane. Donc, c'est une dépolarisation locale. Mais certains vont se dire que peut-être le potentiel de récepteur, c'est le potentiel d'action. Non, il ne faut pas faire cette erreur. La grosse différence entre le potentiel de récepteur et le potentiel d'action est que
Le potentiel de récepteur, bien qu'étant une dépolarisation, ne se propage pas. Le potentiel de récepteur ne se propage pas et son amplitude est graduable. Donc, cela signifie plus l'intensité de stimulation est grande, plus l'amplitude des potentiels de récepteur augmente. Emboîtons directement le pas. Comment est-ce qu'on passe d'un potentiel de récepteur à un potentiel d'action? Voilà une question très capitale et très captivante. Tout va commencer au niveau du site de transduction, comme vous l'observez sur le schéma. Au niveau du site de transduction, si par exemple on a pris ici les cellules de la peau, dès lors que la stimulation est perçue par la cellule sensorielle, le site de transduction est chargé de transformer cette stimulation en message électrique, c'est-à-dire en potentiel de récepteur, comme vous l'observez. Et vous ai dit précédemment, lorsque la stimulation augmente, on va voir l'amplitude du potentiel de récepteur qui augmente. Donc voilà le rôle du site de transduction. Maintenant, quelle est la condition sine qua non pour qu'on puisse passer d'un potentiel de récepteur à un potentiel d'action? Dès lors que le potentiel de récepteur franchit un seuil, c'est-à-dire le seuil d'excitation, au niveau du site générateur sera généré un potentiel d'action. Donc voilà comment ça se passe. On débute au niveau du site de transduction et si le potentiel de récepteur atteint sa valeur seuil, il se transforme en potentiel d'action et est généré au niveau du site générateur. Jusqu'ici, je pense que tout se passe bien. Maintenant, voilà une question qu'on pose couramment dans certains exercices. Comment est codé le message au niveau du récepteur sensoriel? Cette question est à deux volets, puisque ça dépendra du site concerné. Comme nous l'avons dit, au niveau du site de transduction, plus l'intensité de stimulation augmente, plus l'amplitude du potentiel de récepteur augmente. Donc, voilà l'idée. Le message nerveux au niveau du site de transduction est codé en modulation d'amplitude, car lorsque l'intensité de stimulation augmente, l'amplitude du potentiel de récepteur augmente. Voilà la justification. Et qu'en est-il du site générateur? Au niveau du site générateur, plus l'intensité de stimulation est grande, plus le nombre de potentiels d'action obtenus augmente. On dit donc que le message nerveux au niveau du site générateur est codé en modulation des fréquences de potentiel d'action. Passons à la prochaine articulation. Il s'agit de la transmission du message nerveux. Fonctionnement des synapses. Nous avons dit dans la vidéo précédente, le message nerveux dans les conditions naturelles va se propager dans un seul sens, qui est le suivant. Va quitter des dendrites au corps cellulaire et du corps cellulaire va transiter par l'axone jusqu'à l'arborisation terminale. Maintenant, lorsque le message arrive au niveau de l'arborisation terminale, il y a ce qu'on appelle les synapses. Qu'est-ce qu'une synapse? C'est une zone de contact entre un neurone et une autre cellule excitable. Ayant planté le décor pour cette partie, quels sont donc les types de synapses et comment est-ce que cela fonctionne? Nous allons en venir directement à la structure générale de la synapse. Toute synapse est constituée de trois éléments. Nous aurons l'élément présynaptique. On dit présynaptique parce qu'il se trouve avant la fente synaptique. Nous aurons l'élément postsynaptique. Et entre les deux, nous aurons la fente synaptique. Ça se voit très bien sur ce schéma. Donc, on distingue les trois éléments. Maintenant, comment est-ce que le message va faire pour transiter de l'élément présynaptique à l'élément postsynaptique? Déjà, on aura à distinguer plusieurs types de synapses et leur mode de fonctionnement sera différent. Donc, nous avons deux grands critères pour classer les synapses. En fonction de leur structure, nous aurons les synapses neuroneuroniques
qui vont s'établir entre deux neurones. Nous aurons les synapses neuromusculaires, comme vous le voyez sur ce graphe, qui s'établissent entre un neurone et un muscle. Et en dernière position, nous aurons les synapses neuroglandulaires qui vont s'établir entre un neurone et une glande. Maintenant, s'agissant de leur mode de fonctionnement, nous aurons une classification toute simple. D'une part, nous aurons la synapse chimique qui, elle, son fonctionnement est légèrement plus complexe. Nous allons voir ça devant. Et nous aurons la synapse électrique, dont le fonctionnement est relativement simple. Parce que au niveau d'une synapse électrique, la fente synaptique est très réduite, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc, lorsque le potentiel d'action arrive de l'élément présynaptique, il traverse directement. Donc, ici, ce n'est pas très compliqué. Ce qui ne sera pas le cas au niveau d'une synapse chimique. Emboîtons directement avec le fonctionnement d'une synapse chimique. Ça, c'est une partie qui est aussi primordiale parce qu'il faut comprendre ce fonctionnement. Observant ce schéma, nous nous rendons compte que l'élément présynaptique, c'est le neurone en jaune. Et on a une cellule cible en bas qui sera l'élément postsynaptique. Et entre les deux, on distingue bien la fente synaptique. Maintenant, en vert, on voit l'arrivée du potentiel nerveux ou du potentiel d'action au niveau de l'élément présynaptique. Qu'est-ce que cela va induire? Comme vous le voyez, l'arrivée du potentiel d'action va induire deux grands mécanismes. Déjà, on aura une réabsorption du calcium qui sera utilisée car il est nécessaire pour le passage du pH. Et nous aurons également l'énergie fournie par les mitochondries qui permettront, comme vous le voyez, la migration des vésicules remplies de neurotransmetteurs. Ces derniers vont donc migrer et vont se fixer sur la membrane de l'élément présynaptique, vont s'accoler et libérer les vésicules dans la fente synaptique. Donc voilà comment cela va se passer. Les neurotransmetteurs étant non libérés, on voit bien les récepteurs de l'élément post. Ils vont se fixer sur les récepteurs de l'élément postsynaptique. Et en fonction du potentiel postsynaptique, parce qu'on en aura deux, devant on va expliquer pour conclure cette vidéo. En fonction du neurotransmetteur, par exemple, on peut avoir un neurotransmetteur excitateur ou inhibiteur. On aura donc réaction de la cellule cible. Et par la suite, les neurotransmetteurs vont être recapturés et dégradés. Et on voit que le fonctionnement d'une synapse chimique peut se résumer en 6 grandes étapes, comme vous le voyez sur le schéma suivant. Jusqu'ici, je pense que tout se passe bien. Donc, nous allons entrer dans la dernière articulation de cette vidéo. Parlons à présent de la propriété intégratrice du neurone, donc l'intégration neuronale. Qu'est-ce que l'intégration neuronale? L'intégration neuronale est la propriété qu'a un neurone de faire la sommation des différents potentiels postsynaptiques qui arrivent sur ce dernier. Donc, en quelque sorte, si on veut simplifier cela, on va se rendre compte que le neurone effectue des calculs. Mais qu'est-ce que le neurone calcule? Donc, comme on vous l'a dit, lorsque les neurotransmetteurs sont libérés, les neurotransmetteurs vont induire sur l'élément postsynaptique deux types de réponses. On aura des PPSE qui signifie potentiel postsynaptique excitateur et on aura les PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. À quoi va correspondre un PPSE? Un PPSE correspond à une légère dépolarisation et ce dernier favorise le passage du potentiel d'action. Or, en opposition, nous aurons un PPSI qui lui correspond à une hyperpolarisation qui empêche donc le potentiel d'action de se propager. Donc voilà les différents PPS que le neurone va donc sommer pour voir la décision qu'il va prendre. Si après les calculs du neurone qu'on appelle sommation, le potentiel postsynaptique global atteint le seuil d'excitation, cela permet la naissance du PA, comme vous l'observez sur ce schéma. Donc, passons donc aux 3 modes de sommation.
Nous avons la sommation spatiale, la sommation temporelle et la sommation spatio-temporelle. Maintenant, essayons de faire la différence entre les trois, puisque cette partie-ci vous dérange souvent. Donc, on va un peu essayer d'aller pas à pas. Prenons la sommation spatiale. Dans le mot spatial, on a le mot espace. Donc, la sommation spatiale, donc, c'est l'addition des PPS arrivant sur un neurone sur des endroits différents. Donc, spatial, espace différent, même temps. Donc, on additionne tous les PPS qui arrivent sur un neurone sur des endroits différents au même moment. Comme vous l'observez sur le graphe, vous voyez le neurone en jaune. Ce neurone reçoit 3 PPS. Quand on voit le plus, ce sont les PPSE et le moins, ce sont les PPSI. Donc, ce neurone reçoit 2 PPSE et 1 PPSI. Si le neurone additionne les 3 et que le PPS global atteint le seuil, il va donc générer un potentiel d'action. Dans le cas contraire, il n'y aura rien. À côté, nous voyons la sommation temporelle. Dans la sommation temporelle, on a le mot temps. Temps différent, même espace. Donc voilà comment il faut faire la différence. Sommation temporelle, temps différent, même espace. Donc c'est l'addition des différents PPS qui arrivent à des intervalles de temps différents sur un même endroit du neurone. Comme vous le voyez sur ce schéma, on voit que le neurone en vert envoie 2 PPSE au neurone en jaune. Si la somme des deux atteint le seuil d'excitation, le neurone en jaune va donc induire un potentiel d'action. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de potentiel d'action. La sommation spatio-temporelle, quant à elle, c'est l'association des deux types de sommation. Et c'est celle-ci qui est effective dans le système biologique. Le neurone va donc additionner tous les PPSE et les PPSI qui arrivent sur lui au même moment. Donc c'est observable sur ce schéma. On se rend compte que ce neurone reçoit 3 PPSE et 2 PPSI. Et si vous êtes un peu attentif, vous allez voir, on n'a mis pas de potentiel d'action, puisque le seuil d'excitation doit être supérieur à 4. Donc lorsque le neurone a additionné les 2 PPSI, parce qu'on voit moins 1 et moins 3, ça faisait moins 4. Additionné aux 3 PPSE, on avait 2 plus et l'autre 2 plus, ça faisait 4 moins 3, ça faisait 1. Donc raison pour laquelle il n'y a pas eu de potentiel d'action, car la somme globale n'a pas atteint le seuil d'excitation. Parvenu au terme de cette vidéo, je ne saurais vous remercier. Merci pour votre aimable attention. Si vous trouvez que le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager aux autres, car ça c'est un chapitre clé du programme de Terminal D. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bonne préparation de ton baccalauréat, car c'est personnel. Donc accrochez-vous bien.